Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver dans le carré pour une nouvelle émission, une émission avec du coach, du talent, de l'entrepreneur et surtout beaucoup de pellicules au niveau des cheveux. À tout seigneur, tout honneur, l'homme qu'on voit partout sur les réseaux, l'homme qui a fracassé le YouTube français, l'homme qui cette année, je joue 100 000 € à Vegas et je vais vous défoncer le cul. Monsieur Clément Richesse, salut mon bibi. Bonjour à tous, c'est la première fois qu'on se fait une émission en live. En vrai mec, alors que ça fait 5 ans qu'on tourne ensemble. Normalement j'ai juste la chemise et le caleçon, et tu vois que le haut. Et on vous laissera le suspense pour aujourd'hui. Ça dépend comment c'est cadré cette émission. Les amis, avec nous, un autre habitué, le B comme Batron, qui n'a rien à voir avec patron, mais qui est le patron de chez Notre Serre. Monsieur Baport, salut mon Baport. Salut Loïc, salut Clément, ravi de faire une table finale cette année. Oui, on est en table finale et ça fait plaisir. Bon les gars, ravi de vous avoir tous les deux, ravi de vous avoir parce que vous avez des casquettes qui m'intéressent, évidemment celle de joueur pour toi Clément, de joueur de haute performance. D'abord on rappelle, tu as été un ancien joueur professionnel de cash game toi à l'époque. Oh, c'était pas long, ça a duré 2 ans. Ouais, mais c'était efficace et c'est déjà pas mal. Clément m'avait fait 1 heure de coaching je crois, ou 2. Ce qui explique que tu étais gagnant. Ouais. Et puis vous êtes tous les deux entrepreneurs. Là, d'abord, on te connaît vraiment que pour ça aujourd'hui. T'es le patron de Notre Serre. C'est toi qui tient la barque depuis quelques années. Clément, on te connaît parce que t'es l'un des 2 cofondateurs de ATM, la meilleure équipe du monde. C'est marqué dans mon contrat que je n'ai jamais signé. Et on vous a, j'ai envie de dire, presque même jamais autant vu. Alors, on l'a fait, c'était un pari sur le long terme. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a ouvert la chaîne YouTube. C'était déjà pour un peu plus se faire connaître, pour attirer plus de talents dans la team, team ATM. Et oui, c'est-à-dire que tu cherchais toujours pas de volume, tu cherchais juste à aller voir parce que les pépites puissent te connaître, quoi. C'est exactement ça, c'est en partageant notre façon de travailler et nos ambitions, forcément, naturellement, tu vas attirer les joueurs avec les mêmes ambitions et les mêmes valeurs. Et je pense qu'on le voit aujourd'hui, ça a plutôt bien marché dans la team. En tout cas, ça fonctionne bien grâce à ça, à mon avis. Et le pire, c'est qu'on a failli faire... Je suis parti faire un documentaire avec eux, parce qu'on devait faire un documentaire ensemble, ça s'est pas fait. À la rigueur, heureusement, parce que cette année-là, c'était pas dingue. Ouais. C'était pas dingue, mais c'était pas dingue pour eux non plus. Du coup, j'ai refait aussi pour eux. C'était une année pas dingue, 2020, de toute façon. C'était pas fou. Ou 2021, je sais plus, 2021 2021. Je crois que c'était 2021. 2021. Bon, les amis, plusieurs questions. La première... j'ai envie de parler du côté entrepreneur, dont on parle finalement pas très souvent. Nous on parle beaucoup du côté joueur, surtout quand j'étais Clément. Avoir une boîte dans le poker avec des joueurs, que ce soit sous forme de CPF, de stacking, peu importe, vous me direz après vos spécificités à chacun. En 2024, est-ce que c'est encore intéressant? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des embûches? Pourquoi je vous dis ça pour que les gens comprennent bien? C'est parce qu'on a vu des marques fermées ces derniers temps, que dans le petit monde on sait que c'est pas facile pour tout le monde. Donc vous, votre expérience, ça donne quoi aujourd'hui? Mon Clément, j'ai envie que ce soit toi qui démarre. Alors je pense qu'avec Benjamin Chalot, mon associé, on se considère pas du tout comme entrepreneur, on se considère comme coach et comme joueur avant tout. Et la team, c'est, j'ai presque envie de dire... c'est une danseuse un peu, comme on dit. Tu connais cette expression? Non, j'ai pas la référence. Avoir une danseuse, c'est-à-dire, c'est comme les mecs qui achètent des clubs de foot, qui sont des entrepreneurs déjà. C'est un plaisir, quoi. Il n'y a pas d'objectif financier, c'est juste un plaisir. Ouais, c'est sûr que c'était quelque chose de plus. Au lieu d'être devant l'ordinateur, on pouvait améliorer la vie de certains joueurs, et en plus en faisant de l'argent. Je pense qu'on a eu une façon de travailler différente des autres stables, du fait qu'on soit joueur avant tout. C'est qu'on n'a pas essayé de faire grossir notre écurie le plus rapidement possible. On a même mis 4 ans avant d'ouvrir l'académie en tournoi. Moi j'ai mis 2 ans après ça pour ouvrir l'académie en cash game. Donc on va vraiment étape par étape et tous les ans on améliore notre technique de coaching et le fonctionnement de la team. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on est encore là aujourd'hui et même que ça se passe aussi bien. Monsieur Baport, toi ton regard justement, alors pour le coup plus entrepreneurial lui, et avec plein d'épisodes différents qui sont passés chez Notre Serre,
Est-ce que c'est encore facile d'avoir une boîte dans le poker en 2024? Ça dépend une boîte de quoi. Une boîte de logiciels, on voit que dès que tu as le bon logiciel type GTO Wizard, tu te gaves. Voilà. Et une boîte avec des joueurs, de l'humain. Ouais, par contre, avec une boîte avec de l'humain dans le poker, on va dire t'es passionné. Voilà. Si vous êtes passionné mais sans les dollars à la place des S, vous pouvez le faire. Si vous l'êtes pas, vous venez que pour faire de l'argent, ça va être très compliqué parce que il n'y a pas beaucoup de modèles financiers qui fonctionnent. Ça demande trop de choses. Faut un coach qui soit très fort, tête d'affiche, qui a envie d'être mis en avant. Faut un entrepreneur qui soit très fort derrière pour accompagner ça, pour pouvoir avoir des joueurs suffisamment forts pour rendre le modèle potentiellement viable. Et ça dépend si tu veux te développer ou pas. Si tu gardes un petit groupe, tu n'auras pas de coûts. Mais dès l'instant que tu veux faire un CFP un peu plus grand et que tu veux avoir plus de joueurs, là tout de suite, les coûts se multiplient. Il te faut un nouveau coach. Peut-être que pour gérer ça, il te faut un manager. Peut-être que tu as beaucoup de personnes, donc il va te falloir un coach mental. Et en fait, là, les coûts, ils explosent. Et pour tenir ça, il faut que le joueur que tu as en moyenne en contrat gagne suffisamment d'argent pour permettre de combler ça. Et c'est super difficile. Après, il y a d'autres moyens. Ça peut très bien être un produit d'appel, entre guillemets. Et en fait, tu combles avec, j'en sais rien, tu fais une masterclass, tu as de l'affiliation, tu as du sponsoring. Mais là, on voit que dans l'affiliation, dans le poker, en ce moment, c'est mort. C'est mort. Le sponsoring. Il y a eu beaucoup d'argent, je pense, mais là, c'est mort. Ouais, mais là, c'est mort. Là, le sponsoring, c'est mort aussi. Donc au final, T'as eu un peu, toi. T'as eu un deal avec PokerStars, mais c'est. Ouais, mais c'est. Ouais. C'est trop compliqué. Ouais, c'est trop compliqué, ouais. Reste le seul truc qui est faisable, en fait, c'est réussir à avoir un autre produit à côté qui sert à financer ton CFP. Et son CFP qui fait la promotion du produit. Et derrière, CFP, tu peux expliquer Coaching for Profit, c'est tu donnes du coaching, tu définis un nombre d'heures techniques, mentales, etc. en échange de récupérer une partie des gains générés par le joueur en contrat. C'est ça que tu fais aussi, Clément, toi, ou pas du tout? C'est exactement ça qu'on CFP fait. aussi, ok, d'accord. Ah ouais. Après, il y a plein de deals de CFP. Ça peut être en équité pure, en fixe plus équité, en fixe. Tu fais comme tu veux. Et c'est viable, ça? C'est comme j'ai dit, en petit groupe, quand tes coûts sont faibles, parce qu'en fait tes seuls coûts c'est ta présence, ça peut être rentable. Maintenant, là pareil, ça peut être rentable. Est-ce que la personne qui le met en place n'a pas plus d'intérêt elle-même à jouer? Parce qu'au final, en général c'est le cas. C'est peu rentable, mais comme j'ai dit, pour que ce soit rentable, il faut vraiment avoir un projet qui est plus grand et quelque chose d'autre à vendre. Donc si par exemple tu as un produit, quand je dis tu lances une masterclass, ou tu as peut-être un logiciel que tu lances et que derrière ton écurie en fait la publicité, ouais c'est très bien. Puis en plus derrière tu peux t'amuser parce que tu veux dire je peux très bien prendre les meilleurs, je les envoie à Vegas, tu te crées un deal qui est suffisamment avantageux, tu achètes des parts d'équité chez les joueurs et en échange tu les mets bien avec Villa, manager, etc. Même là tu peux gagner de l'argent, même si c'est hautement volatile. Parce que pour réaliser, je le vois bien cette année en plus, pour réaliser ton ROI en MTT live, faut y aller. Mais après derrière tu t'en fous parce que si tu es relais chaque année, tu peux retenter l'expérience autant de fois que tu veux parce que tu veux pas broke quoi. Donc vraiment tu lances pas un CFP juste pour lancer un CFP. En tout cas, soit tu le lances parce que tu aimes bien ça, tu as envie de te diversifier pour la passion, pas de problème. Si tu as vraiment envie d'en faire un business, va falloir voir très très grand et voir dans des sources de revenus annexes en fait. Ça doit être un complément ou un appel d'offres. Clément, tu te retrouves un peu dans ce que dit Bapor là-dedans, côté où on reste petit, où tout devient compliqué? On n'a jamais essayé de s'agrandir plus que ça. On a finalement une petite équipe et notre objectif, ça a toujours été de chercher les meilleurs joueurs dans leur domaine et de les attirer dans notre équipe pour les former. Et l'avantage qu'on a, c'est que les talents, on arrive à les garder. Donc on a des joueurs qui restent 4 ans, 5 ans dans la team. Et c'est, à mon sens, le challenge le plus difficile. Puisque si jamais tu coaches quelqu'un pendant 1 an ou 2 et qui part avec ton savoir... Ce qui arrive en plus la plupart du temps. Ouais, c'est ça. Il part avec ton savoir, il ouvre lui-même son CFP à côté. Ce sont des problèmes qui peuvent arriver. Mais nous, on n'a pas ce problème-là. Donc... Toi, tu l'expliques comment?
Le fait que toi, tu n'aies pas ce problème-là? Alors, il y a deux formats. Le format tournoi, je pense que le fait qu'on arrive à garder les talents, c'est que on est toujours à la pointe de ce qui se fait en termes de tournoi. Il y a toujours des nouvelles découvertes. En cash game, c'est un peu différent. En tournoi, je vais juste expliquer, c'est que l'ICM est encore méconnu. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Tous les ans, même au niveau des KO, ça va se jouer différemment. Enfin, il y a nouvelles découvertes qui sont faites. En termes de cash game, c'est... Beaucoup avec la GTO? Quand tu me dis en termes de découverte, c'est quoi? C'est beaucoup avec l'ICM est mal joué, personne ne sait exactement comment il se joue, et donc forcément, il y a des nouveautés qui sortent tous les ans. En termes de cash game, c'est complètement différent, puisqu'il n'y a pas de nouveauté, c'est plus la force du coach qui va tirer les élèves. C'est-à-dire plus le coach est bon, plus l'écart est grand avec ses élèves, plus les élèves vont rester. Et donc c'est mon travail en tant que coach de creuser cet écart toujours, tout en donnant en flux tendu à mes élèves tout ce que je sais. Rien à voir, question subsidiaire en deux mots, mais le cash game pour toi ça a été résolu? Parce que j'entends souvent que le cash game a été résolu. Alors, qu'est-ce que tu entends par résolu? Bah, c'est bon, quoi. On sait comment ça joue. On a résolu la manière de jouer de manière optimale en cash game. Alors, malgré le fait que ça soit résolu, il y a beaucoup de façons rentables de jouer le jeu. On le voit déjà, même au plus haut niveau. Tu peux prendre quelqu'un comme Linus Love, qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a une approche très théorique, très GTO. Son jeu est beau. Il est également très fort en exploitation. Et tu vas avoir quelqu'un d'autre comme Stéphane. Donc Stéphane, c'est un autre joueur top monde qui a développé son style de jeu. Donc juste pour donner un exemple à ceux qui regardent l'émission, c'est dans une situation, le consensus est de miser un tiers du pot, de faire un c-bet un tiers du pot. Il n'y a personne d'autre qui va miser cher, et si jamais quelqu'un mise cher, on se dirait qu'il ne connaît pas le jeu. Bah lui, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il va forcer Pio Solver à faire 2 tiers, au lieu de... Il va faire 2 tiers ou check. Et donc en fait... il emmène les adversaires dans des terrains inconnus que lui a plus travaillé. D'accord, ok. Voilà. Donc en fait, on essaye de désaxer un peu ce qui est connu, on sort les gens de leur zone de confort, quoi. Ouais, exactement. Et on peut retrouver ça au très haut niveau également aux échecs, avec Magnus Carlsen, qui, pour éviter de tomber dans des lines connu par cœur par ses adversaires, en fait il va prendre le 2e meilleur coup, le 3e meilleur coup, etc., pour arriver dans une line où la personne en face doit jouer aux échecs et non pas réciter par cœur. Et c'est ce qu'il arrive à faire, au poker. Donc on parle stratégie, tu parlais d'abord des complications. Mine 2, malgré ces complications, des élèves, t'en as. Et on parlait du live, ça fait 2 ans de suite, on verra cette année, mais pendant 2 ans de suite, vous avez tout cartonné en live. Alors comment t'expliques cette réussite face aux problématiques que tu as pu avoir? Pour le live? Bah oui, un jeu, ou même en général, quoi. Bah, pour le live, c'est le run. Pour le live, c'est le run. Mais d'avoir mis les joueurs en condition de pouvoir faire ce run. C'est extrêmement variancier le live. S'il n'y a pas un joueur qui claque un top 4 dans un tournoi, en fait, le fond il sera perdant. Ils vont faire plein d'ITM, plein de 15e, 10e place. Le fond va finir perdant. Donc forcément, quand tu réalises ton EV, que quand il y a un mec qui fait un top 4 alors qu'ils vont jouer, je sais pas, 180 tournois, je sais plus. Enfin, il y a forcément du run. Mais ce qu'il faut, c'est justement qu'ils puissent rester à leur EV théorique tout au long de l'événement. Donc ça va être les mettre dans des dispositions. Le matin, ils se réveillent, ils ont à manger, ils ont le transport. Les sets de session ont déjà été faits 2 mois avant. Il y a quelqu'un que tu leur mets à disposition tout le temps. Ouais, les strats ont déjà été faits à l'avance. On se réadapte tous les jours. Il y a les suivis sont faits, l'argent c'est géré, etc. Le but, c'est que quand tu arrives par exemple au 40e jour, que les gars soient pas ultra démotivés parce que j'en sais rien, on drop un peu comme l'année dernière d'ailleurs, on drop 130 000 et que les joueurs soit ils n'aient plus trop d'intérêt, soit ils sont un peu fatigués. Et là, ils avaient une EV théorique, mais en fait en EV pratique, ils sont fatigués, donc ils ont un ROI qui baisse et ils le réalisent. Du coup, ils réalisent plus ce qu'ils étaient censés réaliser à l'origine. Le but, c'est de les mettre dans les conditions pour pouvoir être le plus proche de leur théorie. Oui, ce qui fait que si tu fais ça, tu arrives à un mec comme Boris qui
l'un des 2 derniers tournois claque une C'est énorme ça, ouais, performance. qui est encore frais. Ça se trouve, il a joué contre des gens qui n'étaient pas frais. Le main event aurait pu très bien tourner avec Léo, parce que Léo il tient les journées sans aucun problème, parce que c'est très facile, c'est très bien organisé, il a été entraîné pour ça, tu vois. Il y a des joueurs qui auraient pu être fatigués au 4e, 5e, 6e jour. Putain, c'est quand même difficile comme rythme à tenir, mais quand c'est rodé, que le joueur n'a que ça à penser, dès qu'il a fini son tournoi, il y a déjà quelqu'un qui vient le chercher, il sait qu'il n'a plus qu'à dormir, le lendemain il se réveille, tout est préparé, et c'est pour ça en fait qu'il y a eu de la réussite, mais il y a quand même une grande part de run, tu vois. Cette année on réitère, on refait la même chose, à l'heure où on tourne ça se passe pas bien, enfin en termes de résultats, mais là pareil c'est c'est du run, ça se trouve demain il y a un coup de chat, ou ça se trouve le coup de chat vient pas, quoi. Mais le but c'est vraiment jusqu'au bout leur permettre de peut-être le réaliser et d'être le plus proche possible de leur théorie. Toi, tu as connu 2 aventures avec WSOP. Tu as connu l'aventure en équipe. On disait, cette année-là, ça s'est pas bien passé. Tu as connu l'aventure solo après, l'année dernière, où là, ça s'est extrêmement bien passé. On se souvient tous du deep run phénoménal que tu as sur le main. Tu t'es raccord un peu avec Bapor sur le fait que c'est avant tout du run. Tu mets tout le monde dans les bonnes dispositions, mais à un moment, ça veut pas. Non, complètement. Et c'est surtout qu'on n'arrive jamais à être entièrement préparé à Vegas. C'est que ça dure 1 mois et demi, voire 2 mois pour ceux qui arrivent tôt. Et en termes de sommeil, c'est la chose pour moi la plus difficile. Il y a également la perte de motivation, il y a l'envie de performer, et il y a plein de choses mentales qui peuvent se passer. Comme par exemple vouloir aller plus vite, vouloir avoir de la chance. Et pour gagner un tournoi, tous les coups sont difficiles, il va falloir se battre pour chaque coup, et il n'y a aucune victoire qui te sera donnée. Et ça, sur 1 mois et demi, 2 mois, quand tu n'es pas chez toi, quand tu vas au travail toute la journée, quand tu vas grind toute la journée, que tu te fais absolument démonter. Et en plus, aussi une chose difficile, c'est que tu joues quand même contre des joueurs avec un assez faible niveau. Tu le vois à table. C'est terrible, hein, on en a parlé dans la dernière émission, Ouais. mais j'ai eu l'occasion de faire 3-4 tournois pour commencer la PLO. Oh la vache, c'est bas. Hein. Et donc, en plus de ça, quand tu n'arrives pas à gagner, tu te fais à casser le performer, et que tu te fais casser le cul par des joueurs moins bons que toi, c'est toujours encore plus frustrant. Donc ouais, je rejoins complètement Bapor là-dessus. Et Qu'est-ce que vous avez dit à vos élèves, vous, justement, à vos joueurs? Même si, ok, ça s'est pas forcément bien passé à ce moment-là. Toi, ça s'est pas bien passé la première année, après il y a eu 2 années extraordinaires. Vous leur dites quoi à vos joueurs pour les préparer à ça? C'est quoi les mots-clés que... Alors, toi, Bapor, tu en parles peut-être pas comme Clément, parce que t'es pas le coach. Pour le coup, toi, t'es le businessman. T'es au-dessus, mais qu'est-ce que tu entends que tes coachs disent, ou qu'est-ce que tu attends que tes coachs disent? Et toi, qu'est-ce que tu dis en tant que coach à tes joueurs pour les préparer à ça? personnellement, j'essaye plus d'avoir la position de grand frère plutôt que la position de manager ou coach ou autre. Je pense que ça se joue plus dans l'acceptation De perdre dans l'acceptation. Ouais, l'acceptation de perdre, de pas trop se frapper quand on fait des erreurs, juste travailler sur les erreurs qu'on vient de faire pour ne plus les refaire. Mais on n'avait pas vraiment la même approche, je pense. Moi, personnellement, je détesterais me lever le matin et que mon petit déj soit fait. Ça fait également partie de ma préparation, tu sais, d'aller faire les courses, de préparer ma nourriture, etc. Ouais, mais là, c'est pour toi personnellement. T'aurais une équipe, tu ferais pareil ou pas? Mais j'ai la même approche, forcément, c'est ce qui me plaît à moi. D'accord, oui. Donc toi, tu vas les laisser, tu vas moins leur entre guillemets être facilitateurs de leur vie, mais plus que eux vivent leur vie comme ils l'entendent, quoi. Voilà, et être là pour eux au moment où ils en ont besoin. Ok. Bapor, toi, t'attends que tes coachs leur disent quoi pour les préparer? Bah pour les préparer, c'est que Vegas, ça va être long, donc il y a besoin d'une organisation. Donc il y a un gros travail qui est fait avant et ils doivent se conditionner à ça. Par exemple, tu pars à Vegas, tu sais qu'il y a plein d'exemples, tu vois, mais il y a le jet lag, faut l'anticiper. Donc est-ce qu'il se cale avant, est-ce qu'il se cale après? On joue au bout de combien de temps? Et le fait qu'ils doivent être réguliers. Ils doivent se préparer, il y a le temps, il n'y a pas besoin de rusher, de mettre 50 000 boulettes au début. J'ai bust au bout de 3 fois, au bout de 3 heures, est-ce qu'il faut que j'en mette? Tranquille, un Vegas, ça va durer, enfin chez nous, 40-45 jours. Il y a de quoi en remettre, redescend, reprend tes habits, surtout ne perds pas en fait le fil conducteur de ta stratégie, ne dévie pas.
suivez le plan, quoi. Et justement, il y a le manager qui est là pour leur dire attends, faites gaffe, vous commencez à dévier, vous avez prévu ça hier. Et c'est pas réellement 100% imposé. On rappelle le truc, on laisse le choix, une partie au choix aux joueurs. Mais on rappelle, le plan c'était ça, pourquoi tu veux dévier, etc. Et vraiment, ce qui est répété, c'est un marathon. Rushez pas. Je sais que quand vous avez buzz, vous êtes un peu énervé, vous avez envie de remettre un buy-in, etc. Mais il y a le temps, mettez-vous en condition pour ne pas faire de l'overdose et de perdre de la motivation dans le temps, parce qu'en fait, plus vous allez remettre de boulettes et plus vous allez taper dans le mental buzz, buzz, bust. Et puis, à chaque fois, souvent, ce que j'entends, table magnifique, j'ai que des récréas, ça va être super facile, et puis ça bust au bout d'une heure. Oui. Tu vois, je peux te dire que pour le mental, quand on se prend ça, donc il y a le temps. Faut être régulier. C'est quoi le joueur de poker français moyen aujourd'hui? J'entends par là, pas forcément celui qui veut rejoindre ATM, pas forcément celui qui veut rejoindre Notser. Peut-être que oui dans les deux cas, mais ce que je veux dire, c'est quoi son profil? C'est un mec le joueur moyen, j'entends, hein, pas ceux que vous cherchez forcément. Il comprend ce que c'est le professionnalisme, il travaille assez, il a les bonnes notions de liberté, il a les mauvaises notions de liberté. Ça donne quoi, vous, si vous regardez un petit peu ce que c'est aujourd'hui? Alors je pense être très mal placé pour répondre à cette question, simplement parce que je suis jamais en contact avec ces joueurs-là. C'est vrai, tu parles pas avec eux, même à Vegas, ceux qui peuvent venir, qui sont des pros, tu vois, mais justement, peut-être pas hyper pro comme toi, t'aimes les sélectionner ou t'aimes les avoir, tu vois. Et puis tu vois, tu les vois se balader, tu vois des trucs qu'ils font, tu te dis... c'est pas ça qu'il faut, trop de soirées, trop de sorties, je sais pas quoi, peu importe. Honnêtement, je vais pas réussir à répondre à cette question, simplement parce que moi je sors pas, du coup je peux pas voir les gens en soirée. Quand quelqu'un sort, je me pars du principe qu'il est pas professionnel et que c'est pas le joueur moyen. Pour tous les joueurs qui viennent me contacter pour me demander des conseils, de ce que je remarque moi, une des choses d'ailleurs qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est que j'ai des joueurs de NL50 par exemple, Ouais. où on voit des gens dans le couloir méditer. Ouais. Et par exemple des joueurs de NL50 en cash game qui viennent me voir en disant ouais je fais tout bien, je mange sainement, etc., etc. Mais il manque la chose la plus importante. C'est comme si la méditation et manger du tofu c'était devenu la chose la plus importante pour gagner au poker, ou méditer entre les pauses c'était devenu la chose la plus importante, alors que la chose la plus importante c'est jouer le plus possible, apprendre le plus possible et tout le temps se former. Tu veux dire que tu as l'impression qu'ils sont un peu perdus dans les détails? Ouais, complètement. Exactement. Et ils vont mettre énormément de leur focus sur les choses qui sont absolument pas importantes. Pour gagner de l'argent au poker, il faut plus jouer et jouer plus cher et augmenter son win rate à table. C'est tout. Tout ce qui est autour, c'est juste du vent. Et à mon sens, on a perdu ça au fur et à mesure. Et en fait, ça vient du... Quand tu regardes les meilleurs joueurs au monde, eux ont fait ce travail-là. Ils ont joué des heures, ils se sont améliorés, ils étudient. Et après, ils vont faire du sport, bien dormir, bien manger, etc. Et en fait, eux, ce qu'ils voient, c'est que le mec, il mange du tofu le matin, il prend son petit jus, etc. Ah, bah, je vais faire pareil pour devenir un des meilleurs joueurs au monde, alors que c'est la cerise sur le gâteau et c'est absolument pas ce qui va te faire gagner le plus il faudrait d'argent. d'abord faire le gâteau. Exactement. D'ailleurs, il y a Adrien Delmas qui m'avait donné une excellente image pour ça. C'est que c'est comme si tu avais une voiture et que avec un tout petit moteur. Le moteur, c'est ce qui va te faire gagner de l'argent, c'est ce qui va te faire avancer. Et en fait, eux continuent à mettre un paquet d'essence dans la voiture, sauf que le moteur, au final, il n'a pas bougé, lui. Exactement. Donc, c'est très important de faire grossir le moteur avant d'injecter l'essence. Bien. Bapor, toi, c'est quoi le joueur moyen? Qualité, défaut, typologie? Joueur moyen, joueur moyen pro, j'entends. c'est le concept de liberté qu'il est détruit. Ils viennent au poker pour être libres de toute contrainte, et donc parce qu'ils veulent être libres de toute contrainte, il y a une chose que tu as dit qui revient à une tonne chez moi, c'est qu'ils font pas de volume, ils jouent pas assez, ils sont tout le temps en vacances. C'est toujours 2 semaines de vacances par mois.
Parce qu'en fait, ils veulent être libres et ils disent si je veux être ça, c'est pour faire ce que je veux quand je veux. Alors qu'ils n'ont pas compris que en fait, c'est des entrepreneurs. Donc en fait, qu'ils doivent se passer les menottes eux-mêmes, c'est de dire où là plutôt je dois engager mon temps. On doit pas me je veux pas que quelqu'un me le dise. Par contre, c'est à moi d'engager mon temps dans du travail. Et ça, ils le font pas. Donc, ça veut dire qu'ils se perdent à pas assez étudier, à surtout pas assez jouer. Forcément, si tu fais pas de volume, t'as pas le temps d'appliquer le peu que t'as essayé de comprendre, et surtout tu vas pas découvrir de nouvelles choses pour t'intéresser à ce spot là, etc., et donc t'interroger. Forcément ça s'alimente, et ça c'est un énorme problème du joueur moyen. Et le problème, et ça devient de pire en pire, c'est le concept, le BRM quoi. Ils veulent tout trop vite, de suite, et alors c'est pire en MTT, parce qu'en MTT ils brassent un chiffre d'affaires de fou pour à la fin un bénéfice ridicule. Et c'est la course au brag à celui qui a fait la plus grande session négative, tu vois. Moi j'ai perdu 2000 balles par mois. Petit, moi c'est 4000, tu vois, c'est un brag. Et ça les tue, parce que ils sont was broke. Et c'est une erreur qui est difficile à rattraper, parce que quand tu as de mauvaises habitudes comme ça et tu t'es habitué à consommer et à jouer un peu à l'envie, derrière, quand tu veux remettre une rigueur pour monter progressivement en BRM, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent de temps en temps être un peu agressifs, mais ma définition de l'agressivité, mais ils ne doivent pas se mettre dans une situation où ils doivent broke, théoriquement. C'est pas parce qu'ils vont avoir, quoi qu'il arrive, un stacking qui va tomber de partout que ça justifie ça, en fait. Donc ça va être le défaut. Par contre, l'avantage qu'ils ont, et ça c'est l'avantage qui va avec le défaut, ils sont courageux les mecs, hein. C'est-à-dire, t'es en France, t'es là, tu dis, vas-y, faut se rappeler ce que c'est que le poker chez tout le monde, quoi. J'y vais, je me lance, je vais à l'autre bout du monde jouer au poker, quoi. Moi, je l'aurais pas fait, hein. Moi, j'ai pas les couilles pour le faire, hein. Il faut que je comprenne plus tard, je suis en sécurité, j'ai un travail, je cumule, etc. Et peut-être je le fais. Les mecs, ils y vont, hein. Ils ont pas peur. Et c'est ce qui fait la différence entre des joueurs qui vont être stuck sur une limite. C'est qu'ils n'ont pas cette prise de risque, ils sont trop conservateurs, et en général, quand ils sont conservateurs un peu dans la vie, ils vont être dans le jeu. Je suis bien parlé, j'étais en cash game, j'étais un hit quand je jouais. Et ils vont pas comprendre en fait ce qui leur manque et pourquoi ça va pas dans leur jeu. Donc comme va dire Clément, ils vont faire de la méditation, des trucs comme ça, mais ils comprennent pas qu'ils ont un manque d'agressivité dans le jeu, et c'est ce manque d'agressivité qu'ils n'ont pas dans la vie, cette prise de risque bien dosée qu'ils doivent utiliser justement pour avancer, et avancer, échouer. Et surtout les nouvelles générations, pour moi, ils l'ont, et ça, c'est leur avantage. Bon, pas de fausse modestie entre nous, les amis. Vous êtes tous les deux. C'est pour ça que je vous voulais aussi tous les deux. Bon, déjà parce que vous vous appréciez, c'est toujours mieux de parler entre amis quand on s'apprécie, mais de deux. Parce que vous êtes tous les deux dans l'excellence. Et tout le monde est OK dans le poker pour dire que vous êtes dans l'excellence, ce qui est plutôt rare, parce que les gens ne sont pas trop d'accord. Toi, Baport, tu es vraiment reconnu aujourd'hui comme étant le businessman du poker. Toi, tu es reconnu comme étant un des tout meilleurs joueurs de cash game au monde, et sûrement un des tout meilleurs coachs aussi de poker au monde. C'est toujours bien. Quand on est dans l'excellence, à un moment, on va se dire les termes, tout le monde le dit. Donc, et même la presse en parle, comme dirait l'autre. Comment, dans votre métier respectif, vous êtes allé chercher cette excellence? Vous avez fait quoi pour en arriver là? Quel travail? Quel problème? Quelles contraintes? Quel sacrifice? Comment qui tu veux? Ou Baport, si t'as envie? Baport, mais il a failli sacrifier sa société en voulant tuer son associé. Attends, c'est quoi exactement la question? C'est comment vous êtes arrivé pour qu'on arrive à dire ok, lui c'est le plus fort, toi mais peu importe que vous le pensiez ou pas, vous. Quand je dis pas de fausse modestie, à un moment donné, on est tous d'accord avec ça. J'ai compris. J'accepte. Comment t'en arrives là? Tu passes par quoi? Tu passes par quelle erreur? Tu passes par quel travail? Tu passes par quelle réussite? Tu passes quel déjà, bon choix, quel mauvais choix? T'es différent de tout le monde. Donc c'est différent de tout le monde. C'est-à-dire quoi différent de tout le monde? T'es isolé. En fait, c'est c'est des trucs très cons, mais quand tu manges différemment, quand tu t'entraînes, quand t'as pas les mêmes centres d'activité, quand tu vas pas te bourrer la gueule toutes les 48 heures, ton cercle il se réduit très très vite. Et si tu as toujours fait ça parce que tu sais que en fait il y a pas, c'est EV- entre guillemets en termes de santé et pour le futur.
le sacrifice, c'est que tu vas te retrouver tout seul. Tu n'auras pas beaucoup de camarades autour de toi. Et au contraire, tu vas devoir les lâcher parce qu'en fait, ils vont te ralentir. Et c'est pas que tu as envie de les lâcher. C'est qu'en fait, même si tu veux les prendre et les monter, ils veulent pas. Ils veulent pas, ils vont même essayer de te tirer. Donc en fait, le sacrifice qui va être, c'est ça, c'est que tu vas bosser tout seul dans ton coin, sur ton ordinateur, dans ta chambre. Et tu vas essayer de monter en compétence dans plein de domaines. Tu vas faire plein d'erreurs. Tout le monde va dire ce que tu vas faire, c'est nul, ça va pas marcher, etc. Pourquoi toi? Donc ça veut dire que tu dois aller à l'encontre de tout ça. Donc peut-être que tu vas te cracher, mais bon, tu tentes ton truc, quoi. Et les sacrifices, c'est ça. Et pour moi, ça me dérange pas vraiment, quoi. C'est largement supportable. Je suis pas extrêmement sociable. C'est pas extrêmement c'est pas le terme, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire les choses, quoi. Je pense que c'est ça le principal sacrifice entre guillemets qu'il y a à faire, parce que être rigoureux, c'est absolument pas un sacrifice pour moi. Devoir me lever à telle heure, manger correctement, faire mon sport, à aucun moment c'est un sacrifice. Ce qui est perçu comme un sacrifice de la part des autres, c'est quand ils regardent ce que tu fais, les gens vont dire non mais moi je pourrais pas, comment il doit s'emmerder, etc. Puis je fais mais non, je m'emmerde pas, en fait c'est très très bien. Tous les jours je fais ce que j'ai envie de faire, j'essaie juste d'être meilleur dans les domaines que je vais choisir. Ça peut être n'importe quoi, d'ailleurs ça aurait pu être dans le jeu vidéo. Moi, c'est rien. Je trouve pas que c'est un sacrifice, c'est juste un choix de vie. Et dès l'instant que tu continues, que tu t'arrêtes pas, au bout d'un moment, tu finis par avoir des résultats. Hein. En fait, tu mets du volume. Donc, voilà. Ok. Clément? Ouais, je rejoins complètement Bapor sur ça. C'est vrai que, par exemple, étudier de longues heures, etc., ça peut paraître fastidieux. Non, ça peut être un sacrifice pour certains, mais pour moi c'est mon plaisir. Je me mets dans un café, sur l'ordinateur, je travaille 6 heures sur la théorie et je suis le plus heureux de la Terre. Donc je rejoins complètement Bapor là-dessus. Juste répète-moi la question. L'excellence, comment vous êtes arrivé à cette excellence? C'est quoi vos sacrifices? C'est quoi les bonnes décisions, les mauvaises décisions? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? En termes de personnalité, je pense être assez maniaque, presque. Ouais. Je parle pas de propreté, hein, mais je parle. Non, je vois ce que tu veux dire. Je parle dans le travail, dans le jeu. C'est-à-dire que je me suis fait la promesse que je serais le meilleur joueur au monde, que je serais dans les meilleurs joueurs au monde quand j'ai commencé. La première fois que j'ai joué au poker. Et je sais que je ne pourrai jamais arrêter le poker avant de l'avoir accompli. D'ailleurs, quand j'ai fait ma transition entre joueur de tournoi et joueur de cash game, j'ai attendu de gagner. J'avais fait un mois où j'avais gagné moi aux tables 200 000 et en plus de ça, Ben avait gagné son 2 millions et j'avais départ et j'avais gagné 300 000. Et quand tu regardes la courbe, c'était à mon pic. C'est là où j'ai décidé d'arrêter le tournoi pour partir en cash game. Et je ferai exactement la même chose en cash game. Je serai enfin satisfait seulement quand je serai considéré comme meilleur du monde ou que je me dirais ok, t'as vraiment tout donné, félicitations. Avant ça, je pourrais jamais arrêter. Donc ça veut dire que dans vos deux cas, il y a une part d'acharnement aussi? Ah ouais, 100%. En fait, il n'y a juste pas d'autres possibilités. C'est-à-dire que tu peux me dire que je n'arriverai pas à être champion du monde, je m'en fiche en soi. Je sais que je vais tout faire pour, je sais que je me donne des années pour y arriver. Et ça aussi, c'est la clé, c'est de ne pas se dire que je vais le faire en 1 an ou en 6 mois. J'ai pas peur de dire je le ferai dans 5 ans, en travaillant 6 heures par jour, 6 jours sur 7, au minimum. D'ailleurs, c'est vrai que j'interviens là-dessus, il n'y a pas de timeline. Comme dit Clément, c'est pas je vais y arriver au bout d'1 an. C'est en fait je fais et ça va durer le temps que ça va durer et je peux pas le définir. Tout ce que je sais, c'est juste que je dois jamais arrêter. Tant que j'arrête pas, je vais finir par y arriver. Je sais pas quand. C'est pas la peine d'essayer de mettre une deadline pour se presser et faire des erreurs. Ça va arriver de toute façon. C'est juste faut pas que j'arrête. Et par souci de transparence aussi, il faut quand même comprendre que ça n'a pas été une ligne droite, une ascension droite. Il y a des moments où il va y avoir des doutes, des moments où je vais mal travailler, même régresser parfois. Et puis l'important, c'est juste de comprendre les erreurs qu'on a faites et d'avancer et de changer. Ouais, de ne pas renoncer aux premières difficultés, quoi. En fait, du moment où tu as un obstacle, j'essaie pas de le contourner, je vais droit dans le mur et je traverse. C'est comme ça que c'est l'image que j'ai en tête. Est-ce que le plus difficile à faire, c'est pas de faire quand tout roule ou tout roule moyennement? En fait, c'est de continuer à faire quand tout va mal.
Ça, c'est le plus dur. Et en fait, parce que dans ces moments-là, on n'a pas envie de le faire, parce qu'on n'a pas de raison, parce qu'on est démotivé. Et en fait, c'est juste se poser la question, fais. Enfin, ne réfléchis pas, fais. Et le jour où tu vas bien run, en fait, tu vas bien run parce que là où les gens vont abandonner ou vont être moins bons dans cette phase-là, ils vont reboucler, ils vont revenir au même niveau, ben en fait, tu vas pas forcément avoir des résultats de fou pendant cette période-là. Tu vas pas forcément faire les choses bien, mais vu que tu n'abandonnes pas, quand tu vas revenir à ton niveau, tu seras plus fort. C'est quoi la pire situation dans laquelle vous êtes retrouvé, toi en tant que joueur, que coach et toi en tant qu'entrepreneur? Là, vraiment le moment où ça a été difficile de se relever? Moi, ça a été la période des solvers. Ça a été... en fait, j'étais un joueur de cash game très gagnant sur le point .fr. Et une fois que les solvers sont arrivés et que je m'y suis intéressé, c'était vers 2017, je me disais que c'était incroyable. Je vais pouvoir apprendre par cœur toutes les stratégies qu'ils me proposent, essayer de les appliquer au mieux, et je serai imbattable. J'ai mis peut-être 2 ans, 3 ans avant de comprendre que c'était absolument pas ça. Et c'était pendant cette période-là, d'ailleurs, que j'ai commencé à perdre. À down, ouais. Ouais, à down. Et au moment où j'ai eu le déclic et que je suis revenu à mon jeu d'avant avec les bases théoriques, c'est là où je suis reparti de plus belle. Donc c'était une période de 3 ans où il faut arriver à... Faut accepter presque de complètement changer son approche. J'étais vocal, surtout que j'étais vocal à ce sujet-là. C'est tout le monde me disait mais tu dis n'importe quoi, c'est pas la théorie, faut pas être théorique, etc. Et puis moi je me suis dit ok, bah, comme vous voulez. Et puis ça se passait mal. Et arriver à changer son état d'esprit sur une question comme ça, c'était difficile. Ce qui est rigolo, parce que ça veut dire que tu as été dans les avant-gardistes à comprendre à quel point la GTO pouvait changer les choses. C'est juste que tu avais le bon feeling, mais pas la bonne approche. Ouais, je me suis complètement trompé. J'y allais, juste j'apprenais par cœur les stratégies. Évidemment en comprenant pourquoi est-ce que le solver proposait ces stratégies-là, mais je ratais la chose la plus importante qui était se servir de la théorie pour contrer les stratégies adverses et s'adapter constamment. Ce que je faisais d'ailleurs avant la théorie. En se servant de son cerveau, en fait, c'est comme ça que tu joues automatiquement. C'est comme ça, c'est la seule manière que tu as d'être performant. Bah, Paul, le pire moment pour toi à passer en tant qu'entrepreneur? Le mien, pas en général. Mais toi? Ben, en fait, j'arrive pas à répondre à cette question parce que quand je suis confronté à une situation compliquée, je suis très très fort pendant cette période-là. Je le perçois comme un jeu vidéo et comme à un moment où en fait j'ai un spot à résoudre extrêmement difficile, et là en fait je suis presque d'accord, mais ça me dit pas la pire période que tu as vécue en tant qu'entrepreneur. En fait j'arrive pas à les définir parce que je les vois pas réellement comme des périodes en fait je les vois juste comme des épreuves, tu vois. J'arrive pas à définir qu'est-ce qui a été vraiment particulièrement impactant pour moi. Donc j'arrive pas à définir une période particulièrement difficile. Il peut y avoir plein de périodes. Je sais pas, moi, le Covid. J'allais dire le Covid où c'est la merde, on ferme dans 2 semaines, quoi. Vas-y, quoi qu'il arrive, si je dois fermer, j'ai 1% de chance, je prends les 1%, je continue avec mes 1% jusqu'au bout, ça va fermer. Je suis persuadé que j'ai perdu, c'est fini, c'est sûr et certain. J'y vais, comme avec les joueurs, je me mets dans une position, s'il y a un miracle, je le prends. Bon, il y a eu un miracle. Mais tu vois, c'est même pas marquant en fait. Ça pourrait être marquant, je sais pas si. Pourquoi? Parce que finalement, les emmerdes, ça fait beaucoup partie de ton quotidien quand tu es chef d'entreprise. Ah, mais c'est toutes les emmerdes, c'est tout le temps. C'est constant, quoi. Je suis. C'est comme un manager. Je suis juste là pour résoudre des emmerdes, quoi. c'est le métier. Donc en fait, quand j'ai un emmerde, j'ai un spot. Après, il peut être plus gros. Après, c'est peut-être aussi que j'ai pas eu un spot non plus très difficile. Je veux dire, si par exemple du jour au lendemain je suis ruiné, je vais m'en rappeler, tu vois. Mais tant que j'ai une bankroll qui me permet de rebondir, en fait, je m'en fous. Hein. C'est-à-dire, j'ai même perdu de l'argent sur FTX, une sacrée somme. J'étais assez étonné que en vrai, la zénitude. Oui, parce que je dis, il m'en reste assez. Il m'en reste assez. Et tant qu'il m'en reste assez, en fait, je trouverai quelque chose. En fait, il y aura un spot que je vais prendre un jour et je trouverai quelque chose. Je pourrai pas ne pas m'en sortir. Donc, je peux pas répondre à cette question. Quel conseil on vous a pas donné mais que vous aimeriez bien donner à quelqu'un qui veut faire la même chose que vous demain? Donc, c'est-à-dire joueur pro vers l'excellence pour toi, Clément, et pour toi, chef d'entreprise, Bapor? Moi, un conseil que je donne toujours et que j'ai compris bien trop tard, c'est l'important du coaching.
C'est-à-dire qu'il y a deux façons. Enfin, tu vas payer dans tous les cas. Soit tu vas payer avec ton temps, soit tu vas payer avec ton argent. Et donc, vaut mieux payer avec ton argent, ça va aller plus vite. Ouais, et surtout que moi, personnellement, je préfère me débrouiller par moi-même. Je préfère me dire que c'est moi qui ai trouvé la solution plutôt qu'un coach qui me l'a donné. Comme si. Ouais, comme si. Oui, question un peu d'ego en mode merde. Ouais, exactement. Et je me rends compte maintenant, j'ai 36 ans et j'aurais bien aimé économiser les 3 ans, 4 ans de ma vie où j'ai fait des erreurs, où j'ai étudié de la mauvaise façon. Donc moi, à chaque fois qu'on me pose la question, quel est le conseil que tu pourrais me donner, c'est toujours de garder ça en tête. Je vais pas te dire d'acheter un coach, de payer un coach ou de payer une masterclass ou de travailler par toi-même, mais comprendre que soit tu payes avec ton argent, soit tu payes avec ton temps et puis c'est à toi de prendre ta décision. Et aujourd'hui, j'aurais aimé prendre la décision de prendre un coach. Plus vite. Ouais. Bavor, en tant qu'entrepreneur, le conseil qu'on t'a pas donné mais que toi t'aimerais bien donner à celui qui veut être entrepreneur demain? Je vois pas vraiment de conseils qu'on m'aurait pas donné. Assez naturellement, en fait, j'ai fait les choses. Enfin, pour moi, c'est logique, en fait, entrepreneur. Enfin, je comprends tout de suite les enjeux, ce qu'il faut, etc. Donc, plutôt donner le conseil que j'estime qu'ils ont besoin, c'est, faites pas all-in. Je sais qu'il y a des stratégies d'entrepreneurs où les mecs risquent tout, etc. Et il y a plein de vidéos qui le disent, mais faites pas all-in. En fait, c'est trop important d'avoir de quoi rebondir si ça foire. En fait, d'avoir un stop loss. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça quelque part. Mais vraiment, d'avoir un stop loss, parce que ce qui fait que je suis serein dans mes prises de décision, et même quand c'est la merde, quitte à ce que la boîte soit en jeu ou ferme, c'est que je peux rebondir. Et si je peux rebondir, c'est parce que je sais que j'ai suffisamment d'argent de côté pour rebondir quoi qu'il arrive. Donc vraiment, ne lancez pas trop tôt parce que vous avez envie absolument de le faire, donc un effet FOMO, quoi. Prenez le temps de build une base solide sur laquelle vous retournez si tout va mal. Ça, pour moi, c'est le conseil numéro 1. Et après, on peut dire un conseil numéro 2, c'est tant que c'est pas mort, en fait, il faut pas lâcher. En fait, même si tu crois que c'est mort, tu continues jusqu'à aller au bout de ton truc. Vraiment. Parce qu'il y a plein de moments où on ne va pas savoir où on est parce qu'on a la tête dans le guidon, donc on ne peut pas, on n'en a aucune idée. On ne peut pas dézoomer, donc on ne sait même pas si on est capable de juger si on a perdu ou pas. Donc on peut penser dans un spot où on a déjà perdu, mais si on n'a pas réellement perdu dans les faits financièrement, sauf si, bon, vraiment, le business, il est éclaté, etc. Continuez à vous battre avec le 1% en vous disant « peut-être que je me trompe ». Peut-être que je me trompe et si on arrive à être fort dans des situations pareilles et à être stable, bah en fait, les fois où ça tourne bien, en fait, c'est un jeu d'enfant. Et c'est limite, bah on se fait chier, c'est où est le problème, quoi. Vite un problème, quoi, que je m'amuse. Voilà. Et une chose importante aussi à ajouter, c'est que même si tu crées ton business et que tu perds tout, passer par ces étapes-là, tu construis ton personnage, tu construis ta résilience. Et même si tu perds tout financièrement, ton deuxième business marchera bien mieux par toutes les erreurs que tu as fait avant et le fait que tu n'aies pas abandonné et que tu aies continué. Le conseil que je donne tout le temps, trompez-vous vite et pas cher. Ce que disent les Américains. Pour conclure, les amis, pour aujourd'hui, on se voit où dans 5 ans? On se voit où dans 3 ans, 3-5 ans? Il y a 2 choses particulières. Clément, tu as annoncé que tu partais pour 3 ans ou 5 ans? Je me rappelle plus. 5 ans. 5 ans pour... Là, je vais partir en tant qu'ermite, je pars à la guerre. Le meilleur joueur du monde en cash game 6 max. Bah pour toi, alors peut-être que les gens sont moins au courant, mais tu me dis si tu me confirmeras que je peux le dire. T'as plein de gens qui t'ont approché, toi, Panotser, toi. Ouais, oui, depuis un moment, oui. Pour les rejoindre en tant que manager, entrepreneur, patron, CEO, enfin je sais plus, il y a 1 million de noms. Disons que ma vraie problématique aujourd'hui, c'est de faire un choix. C'est-à-dire que toi, tu sais pas aujourd'hui... Alors déjà, si tu veux me voir où je suis dans 3-5 ans, comme je dis, en fait, je compte pas comme ça. En fait, je sais pas où je serai et je m'en fous. En fait, c'est juste... J'avance, point. Enfin, comme dirait Eren Yeager, Tatakae. Ouais. Ouais. C'est juste, j'avance. Et là, bon, la vraie difficulté, j'ai pas souvenir d'avoir eu un truc comme ça, c'est que je vais devoir faire un choix. Et en fait, choisir, c'est renoncer. Donc, toujours quand tu choisis, c'est te dire... je dis non. C'est flatteur ou pas qu'on vienne te chercher?
Bah, Parce ça- on peut expliquer, tu as des marques, tu as des rooms, t'as des gens qui sont venus te voir sur les derniers mois. On dira pas qui, promis. Est-ce que c'est flatteur ou est-ce Bah, que... c'est bien, ça veut dire que malgré ma discrétion, pas de réseaux sociaux, là j'apparais depuis quoi, 1 an et demi, un truc comme ça, ça c'est que je dois pas être mauvais. Donc ça, s'il faut un avis extérieur pour savoir à peu près où j'en suis, c'est comme ça que je juge moi, c'est très difficile de juger soi-même, c'est qu'a priori je suis sur le bon chemin, c'est que je skill up. Donc ouais, c'est bien. Mais là, le plus dur, ça va être de choisir parce que quand je choisis un truc, je le fais point et pas autre chose. Donc c'est-à-dire que les autres, je leur dis non et c'est quasiment du non à vie en fait. Sauf si derrière le projet il est toujours là dans 5 ans, mais c'est difficile de choisir la branche. Il y a plein de branches et laquelle prendre quoi. Ok. Voilà. Clément, alors, tu seras le meilleur dresseur. Ouais, bah je connais la route et maintenant j'ai juste à mettre la tête dans le guidon et avancer tout droit non-stop. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un moment où tu vas même arrêter, parce que là tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a un moment où tu vas carrément arrêter un peu les réseaux et tu vas vraiment te... Bah, je me pose la question honnêtement. Les réseaux sociaux ne prennent pas énormément de temps. Tu sais que ça peut être drôle de break les réseaux sociaux 6 mois ou 8 mois, c'est de revenir en mode Super Saiyan aussi. Non, mais les réseaux sociaux ne me prennent pas beaucoup de temps et c'est également ce qui m'apporte beaucoup de plaisir. Donc je pense que c'est pas du tout l'objectif d'arrêter. Et puis même, ça serait tellement génial d'avoir des top mondes qui ont des chaînes YouTube. Malheureusement, c'est pas le cas. Tu vois, si on avait Linus Love qui avait partagé, et je crois qu'il a arrêté même assez tôt, il avait surtout plus tout Un trade. un thread qu'il a arrêté très rapidement. On n'a aucun top monde qui partage quoi que ce soit, il n'y en a qu'un sur les réseaux sociaux. Et j'aurais adoré que ces gens-là partagent plus des Toi, difficultés qu'ils rencontrent. en France, t'es Donc, je le vais pas seul top m'arrêter. FR, toi. Comment ? Toi, en France, t'es le seul top FR qui partage du coup, toi. Ouais, on est pas beaucoup à partager. Hein. Puis même, généralement, mec, c'est... j'ai pas d'autres noms, là. Moi non plus. Ouais, voilà. Donc non, mon objectif, ça va être de partager justement les difficultés et... Mais tu vas essayer de partager tout ton process pour arriver jusqu'à la place de numéro 1 ? Non. Ça, je le réserve pour mes Pour élèves. tes élèves, quand même. Ouais. Mais par contre, je vais vas en toujours donner être une partie. disponible. Ouais, exactement, je vais toujours être disponible. Puis de toute façon, les conseils que je peux donner pour un gars qui joue en NL1000 ou en NL600 sera absolument pas le même que pour un gars qui joue en NL50. Donc la majorité des gens qui me suivent sont par définition plus souvent des joueurs de NL50 que des joueurs de NL1000. Voire de NL20, sans vouloir... Ouais. Et donc voilà, mes conseils seront adaptés pour eux. Eh bien, merci les gars. Merci d'avoir pris un moment pour être avec moi. On va se retrouver tous ensemble pour... Et j'adore écouter Bapor, hein. Franchement, j'apprends toujours à chaque fois. Donc, ouais, j'adore. Il l'a validé, hein, c'est que c'est vrai. Hein. Si c'est Clément, c'est... Et maintenant, on va manger au resto. Ah non, on sort, on a dit. Raku. Soit on sort un petit peu, soit on va... Et après Raku, soit Raku directement. Ah mec, tu me tentes. Un japonais qui fait qui son est tofu incroyable. lui-même. Incroyable. On vous donnera pas l'adresse par contre. Ah ben non, merde, on a donné le nom. Trop tard. Super. Ah ben super. Bravo. On suit les réseaux sociaux de notre... Et t'as quand même des réseaux sociaux, t'y vas jamais. Mais t'en as. Oui, j'en ai, mais attends, je sais même pas. Je crois que c'est I'm Bapor, Bapor sur Instagram. je crois. Ça ressemble à quelque chose. IMBAPOR. Ouais, c'est... Oui, enfin... Non mais... Oui. Ça ressemble à quelque chose. I'm the Millions. Comme quoi on est liés. Ouais. Encore une marque qui n'est pas déposée. Ouais, juste, bon, je rappelle, parce que pour la promotion, parce que bon, le japonais va pas se financer tout seul quand même. Je rappelle qu'on a une masterclass qui est une véritable tuerie, rapport qualité-prix. De toute façon, il y a Boris dedans, il y a Léo, Adrien Guillon, enfin, c'est une tuerie. Donc, achetez. J'ai toujours mon CFP en MTT et c'est quelque chose qui est assez incroyable, il reste une place. Rien. Je pensais pas dire qu'un jour que j'allais être plein en MTT, mais c'est le cas. Par contre, en cash game, j'ai de la place. Venez, s'il vous plaît. Venez en cash game, n'hésitez pas à contacter, vous aurez un entretien avec le coach si vous avez un doute, mais c'est vraiment un top coach que j'ai actuellement, ça marche très très bien pour les élèves, donc n'hésitez pas à venir. Mon Clément, toi je sais que tu en parlais la dernière fois, tu ouvres une section plus grande, plus large en MTT ?
En cash game. En cash game, pardon. Ça va être l'académie. Ouais, donc avec tes 2 meilleurs élèves de cette année. Exactement, là, les deux qui se sont fait qui ont des courbes de bâtards là. Et qui se sont fait accuser de triche tous les deux. De quoi? Ils se sont pas fait accuser de triche, mais disons qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte pour voir s'ils trichaient. Tu déconnes? Non, et quand j'ai demandé... Mais sur qui? Sur Wina? Ouais, sur Wina. Ah putain. Qui sont d'ailleurs les seuls à l'avoir fait, hein, ce qui est une très bonne chose. Ah oui, mais l'un de tes 2 élèves, ça s'appelait Tout Panda. Non. C'était pas... En fait, c'est simplement parce qu'ils se sont mis à gagner d'un coup. Et ils ont voulu vérifier que... Donc ils leur ont posé comme question. C'est incroyable. Ouais, voilà, donc je m'en sers en tant que braque parce que c'est quand même incroyable. C'est terrible, c'est incroyable ça. Ok, donc ça ouvre quand? On commence en septembre. Il reste presque plus de place, donc... Ah oui, d'accord, ça sert à rien que je fasse de la pub. Si. Non, ils peuvent postuler directement en DM sur Instagram. Ah, sur M The Million ou sur ton Insta? Sur le mien. Sur le tien, ok, d'accord. Voilà. Et puis on suit partout, la chaîne YouTube, etc. Voilà, c'est ça. Allez, on se retrouve très très vite dans le carré. Merci beaucoup les amis. Ciao. Ciao.